Bonsoir à tous, vous êtes sur Heure Télévision. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Ramadan 2021. Les coups de cœur, ce sont ces associations et ces ONG. J'ai le plaisir de les accueillir. Ensemble contre l'oubli. Bienvenue mesdames, à commencer par Hakima Bendouche. Bonsoir Hakima. Bonsoir, merci de nous avoir invités. Merci infiniment, donc co-dirigeante et trésorière d'Ensemble contre l'oubli. Elle est avec nous, j'ai eu le plaisir aussi de la recevoir puisqu'on s'est vu il y a quelques temps notamment pour rendre hommage à Halte au massacre en Birmanie puisque vous intervenez aussi auprès des Rohingyas. Karima Berkouki, bonsoir, présidente de cette association. Bonsoir, bonsoir, merci pour l'invitation. Merci infiniment. Alors rapidement, Hakima, peut-être un mot sur ce Ramadan. Alors, un mois assez chargé pour nous au niveau des activités associatives et un mois qui est passé très rapidement et où on a pu vraiment distribué beaucoup de chaleur humaine auprès des personnes qui étaient dans le besoin et également des paniers repas, des colis solidaires tous les soirs de la semaine. Même question, Karima, un mot sur ce Ramadan 2021, avec un petit, enfin pas un petit, mais pour l'instant un grand côté pandémique avec la Covid qui continue. Mais... Oui, donc, pareil, en fait, ça a été un mois très très rapide. Donc là, on a eu, par rapport à l'opération de l'année dernière, c'est vrai que ça a été un peu plus facile au niveau de la pandémie, parce qu'on a eu beaucoup plus de facilité, mais ça reste aussi toujours aussi compliqué. Et avec des bénéficiaires qui sont beaucoup plus en attente qu'habituellement. Alors on va revenir sur vos objectifs, les missions. Plan national, bien sûr, lutter contre la faim, notamment auprès des plus démunis. Même les étudiants sont touchés encore cette année. Il y a aussi le plan international. On va vous diffuser dans quelques instants ces images alors que vous étiez au Liban. Voilà, alors on va commencer par Karima, par exemple. On parle de l'opération du Liban, là, sur le... Oui, en général, vos objectifs, vos missions, déjà d'un point de vue national, parce que il y a un gros travail qui est fait, contre le froid, les repas, entre autres, les maraudes. Oui, alors d'un point de vue national, on fait différents types d'opérations tout au long de l'année. Donc on va avoir l'opération Grand Froid où on va assurer la distribution de kits solidaires, où il va y avoir des duvets, des manteaux. On a mis exceptionnellement cette année par rapport au pic de froid qu'il y a eu. Il va y avoir des gants, bonnets, écharpes, sous-vêtements. On a aussi des opérations exceptionnelles où on a pu intervenir auprès des étudiants. On a aussi l'opération qui est en cours actuellement. Et on a l'opération où on distribue aussi tout au long de l'année comme ça des colis alimentaires avec des viandes. Donc ça c'est d'un point de vue sur le plan national. On intervient aussi dans quelques cas, dans le cas où il y a des personnes qui sont en errance et qui ont réussi à obtenir un logement, où on peut faire en fait de l'aménagement en récupérant des meubles ou en essayant d'acheter le minima pour leur permettre de commencer, on va dire, la nouvelle vie. Voilà. Donc ça, c'est sur le plan national. Et sur le plan international, donc de manière large, on fait des pays où il y a des grosses crises humanitaires, où l'aide humanitaire est difficile à apporter. Donc là, on a fait des interventions sans se déplacer, bien sûr, mais au Yémen. Donc avec la mise en place d'un centre contre le choléra, de l'énergie solaire, la réhabilitation de classe, au Liban. Donc pareil avec des actions d'urgence, pour le moment c'est que des actions d'urgence dans les camps de réfugiés. Et également sur Beyrouth, suite au sinistre qu'il y a eu pendant l'été. Et on fait des opérations sur les camps de Rohingyas au Bangladesh. Donc voilà, dans différents pays où il va y avoir soit de l'urgence, soit une grosse crise humanitaire. En France, j'ai tendance à vous mélanger, donc je sais qu'Hakima, vous êtes à ma gauche. Hakima, dans les grandes lignes, les bénéficiaires en France, il y a tous âges, tout public. Oui, malheureusement. Et puis là, comme le soulignait Karima tout à l'heure, on a des étudiants qui se sont ajoutés depuis l'année dernière, malheureusement. Ensuite, nous, au niveau des cibles, en fait, on touche les familles qui vivent en dessous du seuil de précarité, les personnes en errance au niveau des distributions des paniers repas. Et ça s'élargit. Donc, on a eu malheureusement l'occasion d'intervenir auprès d'un campus étudiant, justement, du fait de la crise sanitaire qui fait que les étudiants, en fait, étaient dans le besoin. Donc ça s'élargit au niveau des cibles, malheureusement, et on essaie d'intervenir en fait là-dessus. Comment vous travaillez notamment sur ces maraudes, ces interventions? Bien sûr, il y a les bénévoles, je pense que vous n'êtes pas que toutes les deux, il y a toute une équipe dont vous pouvez parler, hein. Faut rendre hommage aux bénévoles. Bien sûr. Mais concrètement sur le terrain, comment vous êtes organisé par exemple? Alors sur le terrain, au fil des ans, maintenant on se charge plus de la logistique, même si au départ on était beaucoup sur le terrain. Au fil des ans, maintenant on a mis en place, chaque jour il va y avoir un responsable
Et chaque responsable elle gère son équipe qui va de... c'était 6 l'année dernière parce que voilà, tout ce qui était lié au Covid, donc il va aller de 6 à 15 en fonction en fait, des conditions. Donc ensuite on forme les bénévoles, on leur donne une fiche technique pour expliquer un petit peu les conditions sanitaires et tout ce qui est à respecter au niveau de la sensibilisation en fait, des bénévoles pour qui ça peut être nouveau parfois, pour qu'ils puissent avoir cette approche-là auprès des bénéficiaires, prendre le temps de discuter avec eux, de voir les besoins et de distribuer ensuite les repas. Qu'est-ce que viennent chercher les bénéficiaires au-delà peut-être de cette chaleur avec ces kits contre le froid, surtout que le froid en France, ça continue tout de même, hein, les températures commencent à remonter mais pas totalement. Et puis ces repas, mais est-ce que vous ressentez un besoin d'écoute, de psychologie ? Tout à fait, tout à fait. En fait, les bénéficiaires, au-delà du besoin alimentaire, des besoins primaires, ils ont ce besoin de parler parce qu'il y a des bénéficiaires qui nous disent que sur une journée, par exemple, ils n'auront parlé à personne. Ils ont des regards, ils croisent des regards, quelques sourires, mais parfois ils font la queue. Ils ont déjà reçu un panier repas par une autre association, mais c'est juste pour avoir un contact avec le bénévole. Et c'est ce manque de socialisation en fait aussi qui est difficile pour eux, au-delà du panier repas ou de ce qu'on va leur donner. Ouais. Le public a muté depuis combien d'années? Ça fait déjà un bout de temps, hein, Ensemble contre l'oubli. La 12e année là, on est dans la 12e édition. C'est ça. De rencontre en rencontre, vous voyez quels sont les types de personnalités, de public que vous rencontrez? Il y a ces étudiants, mais pas que. Alors il y a de plus en plus en fait de familles. Après c'est vrai que nous au départ quand on s'est mis en place, c'est vraiment parce qu'il y avait c'était des camps de réfugiés. Donc, mais après, comme le nombre de personnes a vraiment explosé au niveau des réfugiés, nous, au niveau de notre cible, on est limité en fait. Donc, du coup, les réfugiés sont beaucoup dans le déplacement. Donc, un coup, on va les laisser à la chapelle. Après, pour des raisons politiques, médiatiques, etc., on va les enlever pour les placer ailleurs. Donc, pour pouvoir rester sur une cible fixe, c'est assez compliqué. Donc, nous, c'est vrai qu'on reste, comme le local, il est du côté du 10e. On essaie de toucher la cible de République. Mais au niveau des personnes, donc ça varie en fait. On était beaucoup dans la prise en charge de réfugiés au départ, et puis, mais c'est mélangé avec toutes les personnes qui sont en errance. Hein, de toute façon, la cible n'a pas changé. Je ne veux pas dire qu'il y a plus de femmes ou qu'il va y avoir plus de familles qui sont à l'extérieur, parce qu'avec la pandémie, donc on en voit peut-être de moins en moins, et c'est même plus difficile au niveau des maraudes de tomber dessus. Bon, maintenant, c'est simple dans le sens où ils ont pris l'habitude de savoir qu'on est là à ces heures-là, donc ils se rapprochent tous au niveau du local, c'est-à-dire qu'ils laissent l'endroit où ils sont pour se rapprocher là. Mais au niveau des maraudes, quand on cherche, c'est peut-être un peu plus compliqué de les voir entre les horaires de couvre-feu, ceux qui doivent aller se mettre dans le métro, les bénévoles qui ont des difficultés, parce qu'avec le couvre-feu, c'était compliqué de prendre les trams, les rames de métro qui étaient vides, donc pour des raisons de sécurité, c'était un peu plus compliqué. Donc il y a plein de paramètres cette année qui sont venus s'ajouter aux difficultés en fait, de préparer les distributions. Vous pourrez réagir bien évidemment. Comment on peut vous aider aujourd'hui? Je pense que vous avez besoin de soutien, peut-être de denrées, peut-être de finances. Comment on peut vous accompagner, continuer malheureusement à vous aider, parce qu'on se passerait bien de toutes ces associations. Ça veut dire qu'on vivrait dans un monde meilleur, mais malheureusement, on a besoin de vous. Oui, voilà, malheureusement, ça ne fait pas plaisir. On se dit qu'un jour, peut-être que tout ce travail que toutes les associations font diminuera. Aujourd'hui, comment on peut nous aider? Ça serait par du soutien financier. C'est vrai que par rapport aux autres années, ce qu'on faisait, c'est qu'on collectait on collectait régulièrement des dons en nature. Avec la crise sanitaire et tout ce qui s'est passé, et le respect de la distanciation sociale dans les locaux, etc., on a vraiment supprimé toutes nos collectes de dons en nature au niveau des supermarchés, au niveau des différents endroits où on collectait, et on s'est plus rabattu sur des dons financiers, et puis la composition de nos colis solidaires. Aujourd'hui, on les axe sur des drives et on livre directement les familles. Donc aujourd'hui, oui, voilà, par des partages aussi de nos pages, par vraiment du soutien, par du bénévolat et toute autre forme d'aide. Toujours important de parler des bénévoles, qu'est-ce que les bénévoles retrouvent quand vous les rencontrez? Vous êtes aussi bénévole, et je vais vous poser la question personnellement tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'ils retrouvent ces bénévoles lorsqu'ils font une maraude par exemple? En quoi ils sont? Ils ressortent souvent ils ressortent en fait enrichis vraiment, parce qu'ils ont eu ce contact-là avec des personnes, parce qu'ils se sont rapprochés, ils ont eu des échanges,
Ils ont pris plus qu'ils ont donné, en fait. Ça, on a souvent des retours comme ça. Donc, alors, c'est vrai que des fois, on va rester 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures à préparer quelque chose. Donc, on peut être dans la rapidité en distribuant. Mais là, ils prennent vraiment le temps de discuter avec eux. Ils apprennent vraiment. Ils apprennent à découvrir les personnes. Ils apprennent les parcours. Ils se rendent compte des choses. Donc, ça leur fait des vrais rappels. Et souvent, que ce soit dans les drives où vont distribuer auprès des familles ou que ce soit dans la rue où vont distribuer auprès des personnes en errance, ils reviennent en disant mais moi je réalise à quel point moi j'ai de la chance d'avoir mon appartement, moi j'ai de la chance d'avoir telle et telle chose, alors que d'autres non. Et c'est ça l'important aussi dans le bénévolat, c'est de se rendre compte des choses pour pouvoir donner plus après dans d'autres types d'actions en fait. Que ça peut être vraiment soit par sa présence, soit par d'autres types d'interventions, mais voilà. Mais en tout cas ils apprennent beaucoup de la part de l'autre et ils sortent beaucoup plus enrichis que ce qu'ils donnent. Donc ça c'est... Voilà. C'est ce qui est important, c'est ce côté humain en fait. De l'opération, au-delà de ce qu'on donne, comme soulignait Karima, c'est vraiment le côté humain. Ouais. On essaie vraiment d'appuyer dessus. Et pour compléter un peu ce que disait Hakima, par rapport à l'aide, là c'est vrai qu'on est sur, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on est sur de l'opération internationale qu'on va bientôt clôturer. Et on intervient cette année sur 6 pays. Donc ça va être la Palestine, ça va être la Guinée, le Sénégal. Le Sénégal, la Turquie. Voilà, la Turquie, la Syrie et le Bangladesh, dans différents camps. Dans les camps de Rohingya, mais auprès d'orphelinats en fait. Également pour compléter aussi, au Bangladesh, c'est la 2e année où on intervient aussi dans les villages bangladeshis. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'ONG qui interviennent au Bangladesh au niveau des camps, au niveau de la population réfugiée. Mais il faut savoir que le Bangladesh, c'est un pays qui intéresse personne. En fait, c'est un des pays les plus pauvres. Géopolitiquement, on ne s'intéresse pas à ce pays. Et avec la crise sanitaire, tous ceux qui sont dans les villages, en fait, n'ont plus de travail. Ils n'ont pas la chance que nous, on a ici d'avoir des aides sociales, etc. Donc celui qui est dans le village, en fait, il n'a plus rien du fait de la crise avec le confinement, etc. Donc c'est vrai que sur cette année aussi, on va faire des interventions sur les 10 derniers jours du Ramadan auprès de ces villages. Voilà. En parlant d'international, vous étiez au Liban, le Liban qui a été frappé et touché par cette explosion qui malheureusement a fait la une des médias internationaux, des centaines de victimes. Vous y étiez notamment pour un 2e voyage, si je ne me trompe pas, du 30 août au 7 septembre, si j'ai bien travaillé sur un camp de réfugiés à Beyrouth. Enfin, vous allez en parler dans quelques instants. On regarde ces images. Une calculatrice, une gomme, un ciseau, un taille-crayon, une trousse, de la pâte à modeler, une règle, un crayon. Au Liban, les réfugiés syriens et palestiniens sont particulièrement fragiles au coronavirus. Leur situation s'est d'autant plus fragilisée par les mesures de confinement et par la crise économique qui frappe de plein fouet le pays. Vous allez avoir 6 savons. Les savons, en fait, on a insisté sur les savons parce qu'au Liban, il faut savoir qu'en ce moment, on est sur une période où malheureusement la crise sanitaire, elle atteint plus ou moins son pic. Après une première visite dans les centres médicaux des camps de réfugiés, on s'est rendu compte que les malades chroniques avaient besoin d'être traités en urgence. En fait, il y a des milliers de personnes qui ont besoin de recevoir un traitement contre toutes ces maladies telles que le diabète, l'hypertension artérielle ou bien l'insuffisance rénale. Et donc, on a préféré se concentrer sur le traitement de ces maladies avec l'achat de médicaments en faveur de 2 centres médicaux. Le centre médical El Raouda à Beyrouth et El Raouda Medical Village qui ont chacun d'entre eux environ un peu plus de 1000 patients liés aux maladies chroniques. En fait, c'est des traitements pour à peu près 2 semaines pour 1000 patients. Donc, c'est le médicament qui est nécessaire.
شو بدك تصيري بس تكبري؟ مهندس دكتورة أنا بدي أصير دكتورة وهذا بدي يصير لاعب كرة قدم بدي أصير مديرة. Pour conclure, cette impression de se sentir utile là-bas qui ne s'explique pas. Des sourires autant que des regards qui appellent à l'aide. C'est au nom de l'association ECHO que nous souhaitons vous dire merci. Merci à tous ceux qui ont permis que ces actions puissent voir le jour. Merci à vous, donateurs, pour votre confiance et votre générosité. Merci à vous, partenaires, pour votre professionnalisme. Mais merci pour eux surtout. Mesdames, un mot sur vous êtes intervenu aussi pour une opération au Liban, une réaction sur. Oui, alors c'est vrai que la première intervention, du coup, c'était plus, je crois que l'explosion, c'était le 4 août. C'est ça, c'est exactement. Peut-être une semaine après, en fait, parce qu'on a fait sur 2 voyages. Tout à fait. Donc une semaine après, on a voulu servir un petit peu de tampon entre l'arrivée des grosses aides internationales et, voilà, et le vide, on va dire entre guillemets. Donc le temps que les situations se débloquent, parce que c'est vrai qu'au-delà de l'explosion, il y avait aussi des problèmes économiques. Les personnes n'arrivaient pas à accéder à leur compte bancaire, donc ils étaient bloqués. Ils avaient de l'argent sur le compte, ils pouvaient pas on ne leur donnait pas accès non plus. Et donc, on a voulu faire ces premières interventions-là. Et ça a été la possibilité aussi pour nous, une fois sur place, de constater que sur le terrain, il y avait aussi, on le savait déjà, mais d'aller à l'encontre justement des centres qui accueillaient aussi les réfugiés. Et c'était une occasion pour nous d'aller apporter une aide, que ce soit médicale, que ce soit alimentaire, et que ce soit, je crois qu'on avait fait une socio-éducative aussi. Voilà, on avait pu assurer ce panel-là. Et puis après, Akima est reparti aussi derrière, pareil, plus sur les camps aussi. Ça s'est plus axé en fait. Je vais vous demander juste de parler un peu plus fort. C'est pas spécialement pour Mehdi Haussan, mais c'est pour moi. Je vous laisse continuer vos propos, mais quand on arrive dans ces pays-là, lorsque vous avez l'occasion d'y aller, parce que vous le disiez tout à l'heure, hein, vous n'y allez pas tout le temps, vous travaillez aussi avec des partenaires. Mais qu'est-ce qu'on vit là-bas exactement? Parce que nous, c'est vrai qu'on a toujours un regard un peu extérieur, on n'y est pas. Alors c'est vrai que quand on voit des images sur Internet, on est un peu choqué, on est surprise des situations dramatiques comme ce qui s'est passé malheureusement au Liban. Et quand on arrive sur place, il y a le regard aussi des personnes qu'on vient aider. Et là, ça devient différent. Il y a le contact humain qui est encore plus difficile. Et là, on se rend compte encore une fois que, comme disait Karima, que c'est une chance en fait d'avoir ce qu'on a nous ici et de se retrouver là-bas avec des situations parfois malheureusement catastrophiques. L'exemple en fait sur les camps, on a été à la frontière libano-syrienne. On voit bien que les gens ont besoin de parler à d'autres personnes. Souvent, ils sont agréablement surpris d'avoir des personnes qui viennent les voir, que ce soit des ONG de France ou d'autres pays. C'est un espoir pour eux peut-être d'avoir aussi des personnes extérieures, étrangères, de l'Occident aussi. Oui, de se dire qu'il y a d'autres personnes de la communauté ou autres qui pensent à eux et qui sont là pour justement venir les aider, de les soutenir. Oui, on l'a vu parce qu'on a été aussi. Bon, c'est vrai qu'il y avait les gestes barrières. On n'était pas censé. Bon, on a gardé les masques, mais on a été invités aussi dans les maisons. Ils insistent vraiment parce qu'ils veulent partager aussi des choses avec nous. L'idée, je pense que c'est vrai que ce qui est important, ce qu'on va leur donner dans les matelas, les couvertures, etc. Mais c'était vraiment de partager ce moment-là avec eux pour leur rappeler qu'au final, on est tous pareils, quoi. En fait, que ça, c'est des parcours de vie qui font que demain, ça peut nous arriver. Aujourd'hui, c'est lui. Demain, c'est un autre. Aujourd'hui, il est aidé. Demain, il peut aider. Donc, mais voilà. Mais c'est vrai que en partageant des choses avec eux, en rentrant chez eux, quand ils nous y invitent, hein, bien sûr, si on ne rentre pas, mais en rentrant chez eux et en nous faisant partager les choses, on se rend compte qu'au final, c'est plus association bénéficiaire en fait. On est vraiment humain, et puis là, du coup, on partage des choses très fortes. Et là, c'est sûr que quand on fait de l'international et quand on va dans des pays comme ça, qui sont frappés par des grosses crises humanitaires, où il y a des camps de déplacés, où il y a des réfugiés, c'est une toute autre... voilà, c'est différent.
On va dire que c'est différent avec les actions qu'on peut faire ici sur le plan national. Donc l'international, c'est vraiment autre chose. Et je pense que c'est une expérience vraiment importante à vivre parce qu'on a tellement de choses à apporter aussi à l'international. Voilà, donc ça, je pense que c'est vraiment important. J'incite beaucoup les femmes aussi à se déplacer là-bas parce qu'on voit, c'est un terrain où il y a beaucoup d'hommes, il n'y a pas forcément beaucoup de femmes. Donc à aller se déplacer pour faire de l'humanitaire parce qu'il y a beaucoup d'actions à faire vraiment sur le terrain, que ce soit dans les camps de réfugiés ou dans d'autres pays, hein, que ce soit des petites opérations ou des grosses. Mais voilà. Le ramadan aussi chaque année, je rappelle, vous faites un travail tout au long de l'année, mais il y a ces 10 jours de ramadan, si je ne me trompe pas. Enfin, il y a une opération pendant le ramadan. Je vais proposer à Karim de nous afficher à l'écran l'affiche 2021. En tout cas, il y a aussi un Aïd pour tous. Il y a une présence pendant le ramadan. Oui, voilà. Les 10 derniers jours en fait, du mois de Ramadan, on se concentre plus sur le plan international. Donc nos maraudes, elles suivent leur cours en France. Et puis là, justement, on intervient sur les 6 pays qu'on a cités tout à l'heure, Bangladesh, Sénégal, Guinée, Palestine et Syrie. Donc du coup, sur ces 6 pays-là, on va distribuer des colis alimentaires et des iftars, plus particulièrement sur la population réfugiée. Au Bangladesh, c'est auprès de 2 orphelinats, et d'orphelins qui sont accueillis auprès d'une mosquée qu'on avait construite il y a 2 ans. Et également sur une population réfugiée à la frontière turque. Donc voilà. Mais pour compléter, en fait, sur l'opération Un repas pour tous, donc sur l'opération Ramadan, ce n'est pas que sur 10 jours, c'est sur tout le mois. Les 10 derniers jours sont vraiment liés à l'international, en fait. Mais tous les soirs, en fait, là, on a utilisé, c'est-à-dire qu'on fait ça spécialement pendant cette période-là, parce que c'est vraiment une période qui est plus propice, en fait, aux collectes de dons. Donc, et c'est pour ça qu'on profite de cette opportunité pour pouvoir le faire pendant ces soirs-là du Ramadan. Parlons un peu de vous maintenant, parce que c'est aussi important. Qu'est-ce qui vous pousse maintenant, depuis tout ce temps, à vous impliquer, à vous donner aux autres, parce que c'est un vrai boulot psychologique en termes de temps. Il faut être présent, c'est physique, il faut le vouloir, il faut avoir cette volonté, ne pas lâcher, et puis ne pas faire autre chose, entre parenthèses pour soi, même si vous disiez qu'on y gagne plus. Hein. Alors moi, c'est le côté humain. J'ai ce besoin en fait d'aider l'autre parce que je me dis qu'on a la chance quand même d'avoir les capacités logistiques, d'avoir l'expérience et d'avoir les compétences. Donc pour moi, c'est vraiment une opportunité de pouvoir aider les autres et c'est aussi ce côté-là où en fait on reçoit beaucoup. Donc même si vous avez dit au-delà de recevoir, c'est vraiment le leitmotiv, c'est ça. C'est en fait de se sentir presque obligé en fait de le faire parce que d'autres n'ont pas cette chance-là en fait. Donc du coup voilà. Comment est née cette implication chez vous? Par hasard. Déclic. Moi à la base j'étais dans la lutte contre l'islamophobie donc après je faisais un peu de maraude mais après par la force des choses on va dire que voilà. Akima, même question. Alors c'est pareil, c'est ce besoin en fait d'aller vers l'autre et de l'aider. Ça donne un sens à la vie et je me vois pas en fait dans mon quotidien me dire j'ai mon travail, ma situation et je me réveille, le lendemain je continue ma petite vie, sachant que autour de nous il y a des gens qui sont dans le besoin. Donc on prend plus en fait finalement. On prend beaucoup. Il y a une satisfaction en fait quand on a aidé quelqu'un et il y a ce besoin en fait de le faire. Ça donne un sens vraiment. Et c'est vrai qu'on a grandi toutes les deux, on est nés toutes les deux dans la même ville où c'est une ville assez solidaire à Mantes-la-Jolie. Ouais. Donc on a grandi un peu comme ça, donc c'est un petit peu quelque chose, pas d'inné, mais voilà. C'est des valeurs en fait qu'on nous a vraiment partagées enfants, adolescents, donc pour nous c'est presque un automatisme en fait. C'est vrai qu'on a tendance à penser qu'en Ile-de-France, ou en région parisienne notamment, il n'y a que des mauvaises choses, mais notamment dans ces départements, il y a énormément d'aide, d'échanges. Il y a beaucoup d'associations et d'initiatives individuelles, soit individuelles personnelles, où des personnes vont se déplacer, sortir de chez eux, ramener un repas. Voilà, et puis il va y avoir des initiatives associatives, mais il y a vraiment beaucoup de personnes sur le terrain. On remercie en tout cas beaucoup les bénévoles de faire tout le travail qu'ils font, beaucoup les dirigeants associatifs de mettre l'énergie aussi qu'ils font. Et voilà, puis on souhaite beaucoup d'apaisement à toutes les personnes éprouvées, que ce soit en France ou à l'international, en fait. Le temps que cette épreuve passe. Exactement. Merci à toutes les deux. 30 secondes, le dernier message. On est aussi à quelques jours de l'Aïd, si vous voulez souhaiter vos vœux. Le dernier message, peut-être de paix, d'encouragement.
Alors sur ces 10 derniers jours, c'est une grande pensée en fait pour tous les peuples opprimés. C'est une pensée pour toutes ces personnes qui n'ont pas la chance justement de rompre le jeûne comme nous le soir, parce que nous justement ce mois-là il est fait pour se dire qu'on va se mettre à la place de celui qui a besoin. Aujourd'hui nous le soir on peut manger mais l'autre ne peut pas. Donc c'est vraiment la principale pensée, elle est pour eux et puis pour tous ceux qui sont actifs comme disait Karima sur le plan associatif. Dernier message pour se quitter. Aussi une pensée en fait à toutes les personnes qui ont perdu un proche pendant le Covid, donc qui n'auront pas la chance de pouvoir partager ces moments-là avec eux. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. On souhaite force et courage à tous ceux qui leur survivent et qui accordent en fait le paradis et le firdaus à toutes les personnes qui sont parties et qui nous ont malheureusement quittés. Merci mesdames, merci, c'était un plaisir. Il fallait absolument que je vous reçoive parmi les coups de cœur, les associations dans le cadre de cette édition Ramadan. Karima Berkouki, merci d'avoir été avec nous, présidente donc Ensemble contre l'oubli, et Hakima Bendouche, merci. Hakima d'avoir été avec nous, donc dirigeante trésorière de cette association. Merci infiniment pour tout le bonheur que vous offrez. Les réseaux sociaux, Sahar Thoronouan, Sahaf Torkoum, bon appétit et voilà, très vite pour un nouveau numéro Ramadan 2021 sur RTV.